Bonjour à tous. Le syndicat des saumures mousseux et le syndicat des créments se sont unis pour vous présenter un webinaire sur la vinification des cépages rouges pour faire des vins blancs. C'est une des techniques un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de pratiquer, que ce soit au niveau de la récolte, au niveau de la vendange et du pressurage et au niveau du traitement des jus. Donc, on constate aussi qu'on a une augmentation depuis quelques années des cépages rouges notamment dans les créments, une forte augmentation du cépage cabernet et aussi du cépage gros lot. Il est intéressant quand même que Nicolas nous propose nous explique comment bien traiter ces produits-là. Nicolas, à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc oui, c'est vrai que c'est une problématique. Quand Amandine m'en a parlé, c'est une problématique qui est importante et qui est récurrente, hein, qui n'est pas spécifique au Val-de-Loire, de loin pas. Là, je reviens tout juste d'Italie et en Italie, c'est aussi la même chose. Pour rien vous cacher, dans 15 jours, des Toscans souhaitent commencer aussi, ou en tout cas commencer une réflexion pour faire de la bulle parce qu'ils ont trop de Sangiovese, les ventes de rouge tombent et donc voilà. Donc en gros, c'est une problématique qui est à peu près commune à tous les pays, à tous les vignobles. Donc, c'est vrai que la vinification des cépages noirs en vin blanc, c'est une voie qui est excessivement technique, hein. Déjà, la vinification des vins effervescents est technique, mais là, lorsqu'on parle de cépages noirs, c'est vraiment très exigeant, c'est très technique, ça demande beaucoup de précision à tous les stades, on va dire, de la vinification, que ça soit au moment de la vendange, au pressoir, bien sûr, et ensuite, on va le voir en vinification. Donc, en fait, la grosse problématique des cépages noirs en blanc, c'est qu'en fait, on a plusieurs paramètres qui vont s'associer et qui sont un petit peu antinomiques. Donc, il faut maîtriser l'extraction de la couleur. Donc, il faut en avoir le moins possible. Donc, on va dire, bah, si on veut le moins de couleurs possible, bah, on va cueillir les raisins en prématurité et ça sera très bien. Sauf que, en même temps, il faut aussi qu'on maîtrise la charge polyphénolique. Donc, si on a des polyphénols trop petits et pas assez matures, on risque d'aller sur une extraction de polyphénols essentiellement amers, très sensibles à l'oxydation. Donc, non seulement on risque d'avoir des vins amers, mais en plus qui vont pas vraiment tenir dans le temps. Et puis, si on a beaucoup de polyphénol, et ça, on en a déjà parlé ensemble à maintes reprises, on va se retrouver avec une précipitation des protéines pro-mousse et donc une perte de moussabilité. Donc, en fait, va falloir qu'on trouve la date optimale pour dire, on va quand même avoir suffisamment de maturité, mais pas trop. Et puis, va falloir être précis dans le pressurage et dans le fractionnement des jus, parce que sinon, on va extraire trop de tanins. Et le résultat, ce sera qu'on aura des vins qui auront tendance à l'amertume et qui, de toute façon, auront une moussabilité potentielle relativement faible. Donc, euh, donc ça, on va dire, c'est le constat de départ. L'autre constat, et ça, c'est la pratique plus qui me fait en parler aussi, c'est que on sait très bien, nous, dans nos choix de parcelles, que toutes les parcelles n'ont pas la même capacité à élaborer des rouges. Donc, si à un moment, il y a certaines parcelles qu'on doit éliminer du protocole rouge pour l'envoyer sur un protocole blanc de noir, clairement, il va falloir qu'on fasse des choix. Et ces choix, faut les faire le plus en amont possible, hein, puisque lorsqu'on veut faire des rouges ou des blancs, on va pas choisir la même vigueur et on va pas tailler de la même façon. Clairement, les sols plus profonds seront plutôt pour des blancs de noirs et un peu moins pour des rouges.
plus on va avoir une nutrition hydrique abondante, naturelle, plus on ira sur des blancs de noir et moins sur et moins sur des rouges. Donc je parlais du rendement, enfin du choix de la taille, hein, ou de la fumure, clairement. Donc c'est quelque chose qu'on peut travailler en amont, c'est-à-dire que on va pouvoir allonger un petit peu la taille de façon à avoir naturellement un peu moins de concentration polyphénolique au niveau de nos grappes. Et puis, lorsqu'on a des accidents climatiques, clairement, à partir du moment où la vendange est très homogène, très belle, et ce sera plutôt pour élaborer des rouges puisque ça va macérer. Et puis, quelque part, si on a eu un coup de grêle ou si on a une vendange qui a fleuri, par exemple, un petit peu longtemps, donc avec une floriture hétérogène, une floraison hétérogène, pardon. À ce moment-là, c'est plutôt ces parcelles-là qu'on va aller orienter vers les blancs de noir. Donc, la première chose quand on veut faire des blancs de noir, et dans votre cas, si c'est un choix de repli par rapport à une mévente de rouge, déjà, la première question à se poser, c'est quelle parcelle j'oriente sur un blanc de noir et quelle parcelle j'oriente sur un rouge. Voilà, ça c'est la première chose. Après, euh, effectivement, les autres critères, ce sont des critères peut-être un peu plus euh, liés au cépage ou au clone. Si vous avez différents clones et des clones à grosse baie, utilisez plutôt ces clones à grosse baie vers des blancs de noir plutôt que des clones à petite baie. Je veux dire que clairement, j'en parlais avec mon client brésilien qui voulait faire du blanc de noir avec du pinot noir en clone triple 7. C'est sûr que c'est pas le meilleur clone de pinot noir pour faire du blanc de noir. Hein, parce que les baies sont trop petites, le rapport pellicule-jus est vraiment favorable sur les polyphénols et pas trop sur l'acidité, quoi. Donc ça fait partie aussi des critères de choix. Donc, lorsque vous avez oui, des choix à faire sur votre parcellaire, plutôt aller sur des cépages ou sur des clones à grosse baie plutôt que sur des cépages ou des clones à petite baie. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et comme je vous ai dit, le gros problème qu'on a sur les blancs de noir, c'est que en fait entre la maturité phénolique et la maturité acide, en fait, on a quelque chose et aromatique, on a quelque chose de très très euh, très décalé. Et donc trouver le moment idéal, c'est quelque chose qui est réellement pas simple. En tout cas, faut pas se louper parce que si on se loupe, le risque c'est effectivement d'avoir des jus, soit des jus qui sont trop colorés, soit des jus qui sont trop verts. Et avec les cabernets, vous le savez bien mieux que moi. Euh, donc, en fonction des cépages et en fonction des vendanges, on a tout intérêt à aller limiter l'expression variétale ou végétale du cépage. Hein. Euh, alors, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que le blanc de noir, enfin les cépages blanc de noir, mais qui n'ont pas normalement vocation à faire des blancs, mais plutôt des rouges, c'est des vins qui peuvent être intéressants en assemblage. Ou alors, si on veut qu'il soit majoritaire, ce sera intéressant de leur associer un petit copain, soit pour leur apporter de l'acidité. Hein. Donc, dans le Val-de-Loire, vous avez cette chance d'avoir le chenin, c'est un cépage fantastique. Euh, mais avec le chenin, on va pouvoir apporter de l'acidité à une base gros lot qui en manque ou à une base cabernet
pour éviter d'avoir une expression végétale ou variétale trop importante, on va peut-être pousser un petit peu la maturation, mais donc dans ce cas-là, on va perdre de l'acidité et du coup, c'est le chenin qui va lui rendre un petit peu cette fraîcheur et potentiellement aussi, à condition que le chenin soit coupé à bonne date, ça permettra aussi de pouvoir diluer un petit peu le degré potentiel. Euh, et puis l'autre point, c'est, et on en reparlera, mais c'est d'utiliser nos bases blanches et surtout les lits de nos bases blanches pour aller diminuer les intensités colorantes. En tous les cas, on a réellement besoin d'une réflexion en amont de façon à vraiment intégrer la vinification du cépage noir en blanc dans le cadre d'une vinification globale et pas simplement de la réfléchir de son côté unique, quoi. Je veux dire, pour moi, ça va être une cuvée qu'il va falloir créer. Euh, et donc, par rapport à ça, il faut la réfléchir en amont, hein. Pour ceux qui ont suivi les formations qu'on a pu faire ces 5 dernières années, hein, je vous ai toujours dit, il faut partir de l'objectif et on remonte vers le point de vendange. Donc là, si vous devez intégrer des cépages noirs dans vos assemblages, ce n'était pas le cas auparavant, ayez bien cette réflexion en amont. On est encore à 80 jours, 75, 80 jours de la vendange. On a encore le temps de réfléchir pour, OK, ces cépages, on doit les intégrer. Très bien, mais pour les intégrer, il va falloir anticiper peut-être un poil notre date de vendange des chenins de façon à pouvoir compenser la, euh, euh, la maturité des cépages noirs, et leur rendre un petit peu d'acidité et pour équilibrer la cuvée. Dans tous les cas, cette date de vendange, réellement, c'est quelque chose qu'il faut trouver, qu'il faut travailler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, on en a déjà parlé, mais là, ça devient vraiment central, c'est le respect du raisin. Le respect du raisin, là, je veux dire, si vous ne respectez pas votre raisin, vous allez payer cash. Ça, c'est clair. Donc, pour optimiser vos chances de faire des vins de base de bonne qualité, c'est vendange la plus fraîche possible, donc c'est vendange du matin. Euh, à partir du moment où vous allez devoir gérer des vendanges chaudes, plus les vendanges sont chaudes, plus c'est difficile. Euh, de la même façon, la récolte, elle doit se faire en petite caisse, idéalement en petite caisse. Vous êtes en grosse caisse, c'est pas un problème. Simplement, va pas falloir remplir vos caisses. Va falloir les remplir, si, mais à moitié. Et puis pouvoir protéger la récolte du soleil le plus vite possible. Cette année, compte tenu des dates de floraison dont on a parlé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, pour les premiers chardonnays, entre le 8 et le 10 août, vous allez y être. Euh, et pour les cabernets, la semaine juste après le 15 août, 17, 18, vous allez y être aussi. Et donc à ce moment-là, nous risquons d'avoir des températures de récolte importantes. Donc surtout quand vous récoltez plus tôt le matin et dès que vos raisins sont récoltés, protégez-les du soleil. C'est quelque chose d'important. Donc protection, bien sûr, hein, pas avec des bâches noires, mais plutôt avec des bâches blanches, de façon à pas faire four dans vos caisses, hein. En tout cas, les raisins noirs, globalement, ce sont des raisins qui sont très fragiles après récolte, hein. Donc, ensuite, l'autre point, c'est d'aller relativement vite. Alors là, on ne parle pas que de crémant, on parle de vin mousseux en général. Donc, clairement, la problématique de la vendange mécanique, ça va être cette macération, de limiter au maximum la macération du jus extrait par la vendange mécanique,
Ces vendanges du matin impératives, ça, de toute façon, là, il n'y a même pas de question à se poser, hein. C'est vendanges au je dirais même au petit matin, donc au moment du plus frais. Euh, et là, vous êtes obligé de passer dans une benne à double fond, justement pour pouvoir séparer le plus rapidement possible le jus extrait par la vendange et par la trituration des baies, ne serait-ce en étant versé dans la benne. Il va vous falloir séparer absolument ce jus des baies pour ne pas extraire la couleur, les polyphénols, les anthocyanes des pellicules. Et donc là, à partir de là, c'est une course contre la montre, c'est-à-dire qu'il vous faut impérativement rentrer vite chez vous. Et là, ça ne sert à rien d'avoir des grosses bennes, il faut plutôt avoir des petites bennes qui sont adaptées à des petits pressoirs. Si vous avez des pressoirs trop gros, le temps de la récolte pour remplir votre pressoir fera que, en fait, il y aura un temps de macération de 2, 3, 4 heures qui fera que vous allez avoir une extraction des anthocyanes importante. Donc ça fonctionne, hein, il y a aucun problème, à condition que ça soit vraiment réfléchi en amont et très très bien organisé. Donc, pour moi, ces vendanges de cépages noirs pour faire des jus blancs, des vins blancs, ce sont des récoltes clairement qui doivent être traitées absolument en priorité. On ne doit pas laisser ces raisins flétrir. À partir du moment où vous allez laisser les raisins attendre, avec les températures en plus du mois d'août au niveau de la récolte, vos pellicules vont flétrir. Si elles flétrissent, elles devraient être fragiles. Si elles deviennent fragiles, elles libéreront plus d'anthocyanes, plus de polyphénol, et derrière, on aura toutes les problématiques à gérer dont on a parlé en introduction. Donc, quelque part, il faut absolument euh, calibrer votre récolte sur votre capacité de pressurage. Il est hors de question d'aller trop vite. Si vous allez trop vite, vous allez, par rapport à votre capacité de pressurage, forcément, vos raisins vont devoir attendre, hein. Et donc là, automatiquement, on va aller sur des phénomènes de flétrissement et de perte de qualitative, en tout cas de perte potentielle de qualité. Euh, Et ensuite, ce respect du raisin, il passe aussi par la limitation de toutes les phases de trituration. Donc là, ça, on en a déjà parlé, vous connaissez ma position là-dessus, mais je n'ai pas de problème pour le répéter à nouveau. On est sur un chargement direct dans le pressoir impératif, hein. Donc, toutes que ce soit les tapis, les sauterelles, etc. À chaque fois que vous allez passer par un tapis, par une sauterelle pour remplir votre pressoir, à chaque fois que vous allez triturer votre vendange, à chaque fois que vous allez triturer la vendange, vous allez avoir une augmentation des anthocyanes, des polyphénols, et donc une perte qualitative, parce qu'il ne faut pas oublier que vous voulez faire des blancs. Donc à partir du moment où vous allez devoir ensuite décolorer d'une façon ou d'une autre, ce sera nécessairement une perte qualitative. Donc, pour optimiser le rendu qualitatif de vos vins, de votre vinification, vous devez absolument remplir votre pressoir par la porte. C'est quelque chose vraiment d'impératif. Et bien sûr, de respecter le taux de chargement de votre pressoir. Je vous rappelle, un pressoir de 50 hectos, c'est 2500, maximum 3500, 3000 kilos de raisin et pas plus. Soit 60 hectos, c'est 3000 à 3500 kilos de raisin et pas plus. À partir du moment où vous allez dépasser ces taux-là, vous allez forcément provoquer de la trituration parce que vous allez faire tourner votre pressoir 2 fois pour faire de la place, etc., etc. Donc, et à chaque fois, vous allez avoir des extractions de couleurs. Donc là, quand on fait des blancs de noir, hein, encore une fois, c'est respect optimal, maximal du raisin. Alors, à la limite, si on doit, pour une raison ou pour une autre, pour une raison structurelle, utiliser un tapis, ok, on va avoir deux chutes, une fois 5, une fois 5, 10%. Très bien. Euh, Très bien. En tout cas, mais la sauterelle, c'est vraiment quelque chose à
complètement bannir. Alors, si on parle des raisins égrappés, hein, enfin, en tout cas des vendanges mécaniques, je vous rappelle juste une petite chose, hein, c'est que ben, quand on va remplir un pressoir en axial, ben, on va avoir une pression autour de 1 bar à l'entrée, enfin, en entrée de pressoir quand on est entre 0 et 50%. Ensuite, quand on arrive autour de 50%, ben, pour pousser la vendange jusqu'au bout, ben, on va être autour on va monter jusqu'à 2 bars et à la fin, quand le pressoir est quasi plein, on peut monter jusqu'à 4 bars dans le tube. Donc, clairement, là, c'est même pas à réfléchir. Le remplissage axial pour faire des vins de base enfin des vins de base blancs issus de raisins noirs, le remplissage axial est à bannir complètement. C'est obligatoirement remplissage par la porte. Et quand on remplit par la porte, on va mettre la porte quand on a des drains sur le côté. Euh, eh bien, on va devoir osciller, enfin faire tourner légèrement le pressoir de façon à avoir au moins un drain au point bas, de façon à ce que au moment du remplissage, le jus dans son intégralité ou au maximum puisse s'écouler de façon, encore une fois, à limiter le temps de macération sur les pellicules. Hein, donc, pensez bien à ça. Quand vous remplissez votre pressoir, vous l'oscillez, grosso modo, vous l'oscillez à 20 degrés et ça doit vous permettre d'avoir un drain, au minimum un drain en bas, qui va vous permettre d'éliminer le jus créé par le chargement. Idéalement, dans ce cas-là, c'est d'avoir des bennes à double fond, comme on a parlé auparavant, et élévatrices. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de pomper les raisins et vous allez pouvoir mettre votre benne ben, au-dessus du pressoir, ouvrir la porte et de cette façon, ça tombe directement dans le pressoir. Ça, c'est des choses, si vous êtes en réflexion par rapport à des investissements, etc., réfléchissez à ça. Ça coûte naturellement, ça coûte plus cher. Je suis bien conscient. Simplement, qualitativement, y retrouverez. Sinon, vous allez le payer pendant 20 ans, quoi. Donc, autant investir et investir avec du matériel qualitatif. Donc pendant le pressurage, ce sont des schémas que vous connaissez, que je vous ai déjà proposés. Je vous ai juste rajouté dessus une courbe, et ça, c'est les sujets qui ont été travaillés par Alain Maujean il y a déjà 30 à 40 ans sur la capacité moussante des différentes fractions de jus et sur les différentes serres, et etc., etc. Et donc, clairement, alors autant sur des cépages blancs, on a des différences qui sont, on va dire, sensibles, mais ça dépend un petit peu de comment on travaille. Autant sur les cépages noirs, c'est quelque chose qui se voit excessivement bien. Euh, alors heureusement ou malheureusement, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se voit excessivement bien. Donc avec l'égouttage qui a une capacité de moussabilité vraiment faible. À chaque rebêchage, on a aussi une capacité moussante qui diminue et les tailles se retrouvent avec des capacités moussantes vraiment très faibles. Euh, donc, euh, encore une fois, nous sommes là pour faire des bulles. La question, c'est bah, qu'il va falloir gérer la totalité des paramètres euh, pour, euh, euh, pour obtenir à la fois des vins qui soient blancs, qui soient équilibrés, qui soient propres, acidulés, sans tannicité, sans amertume et pas colorés. Donc voilà, donc c'est pas forcément simple. Donc sur les raisins entiers, on arrive à faire des belles choses, notamment sur les 2 premières serres. Là, on peut vraiment extraire des jus blancs, que ce soit sur des pinots, bien sûr, mais sur des gros lots, on y arrive aussi. Sur les gros lots gris, on y arrive très bien. Sur les gros lots noirs, c'est un peu
plus compliqué. C'est là où la notion de fractionnement va être importante et en fonction des cépages, etc., peut-être qu'il faudra dire que, ben, en fait, on va fractionner différemment. On va pas faire les deux premières serres en QVA, mais peut-être qu'on ne va faire qu'une seule serre. Euh, Parce que ben, très vite, il est possible que très vite, on aille vers une libération de la couleur. Hein. Là, c'est aussi très important d'aller adapter le programme de pressurage au cépage. Parce que si vous ne l'adaptez pas, vous allez vous créer des poches de jus dans votre pressoir. Hein, ça va s'entendre quand vous allez faire le rebêchage, parce que vous allez entendre ces boulettes qui vont, ou ces blocs qui vont tomber au moment du rebêchage. Mais ça, à chaque fois que vous avez des blocs comme ça, vous savez que vous avez des poches de macération qui se créent et une extraction donc d'anthocyanes, de polyphénol, etc., etc. L'autre point, c'est que je vous l'ai dit déjà assez souvent, sur les fractionnements des jus, il est impératif d'éliminer ou de séparer les jus d'égouttage. Ces jus d'égouttage hein, sont riches en cations, sont riches en cuivre, en fer, mais surtout en cuivre. Là, on va se retrouver avec des vins qui sont sensibles à l'oxydation. Donc, si vous mélangez ces jus d'égouttage avec le reste, en fait, vous allez doper les phénomènes d'oxydation et vous allez vous retrouver avec des blancs de noirs qui vont être jaunes très rapidement. Donc, faites cet effort de vraiment bien séparer les jus d'égouttage de vos cuvées de façon à au moins préserver cette partie de cuvée avec un niveau de traitement le plus faible possible pour préserver un maximum de potentiel qualité. Alors après, il y a aussi une autre approche, hein, moi, que je peux, enfin, dont on peut parler avec cette problématique d'appellation qu'on a en France où la totalité des raisins qui rentrent dans le pressoir sortent pour donner la même appellation. En tout cas sur des régions autres ou dans des pays qui ont une autre vision que la nôtre. En fait, ben, on va aller sur des choix de vinification qui sont un peu différents en fonction de l'avancée du pressurage, de l'extraction des jus. Donc, avec ben, cette cuvée qu'on va vinifier en blanc. Donc, encore une fois, soit une ou deux serres en fonction du cépage. Ensuite, la serre 2, la serre 3 ou la serre 3, la serre 4, en fonction du cépage, ben, on va plutôt les orienter sur des vins effervescents, mais à base type rosé. Et puis les tailles, dans certains cas, ben là où c'est en tout cas permis, ben on va plutôt les utiliser carrément en vin tranquille, puisque en fait c'est des jus qui ont, comme je le disais, une capacité moussante pas exceptionnelle. Par contre, il y a beaucoup plus d'arômes, il y a plus de structure, il y a plus de polyphénol, il y a de toute façon de la couleur. Donc laissons-les comme ils sont et travaillons-les en vin tranquille. Et donc voilà, sur des pays comme la Belgique, par exemple, qui n'ont pas d'AOC déclaré, on fait un petit peu comme on veut et comme on peut. Et bien, donc, c'est des choses qu'on peut effectivement proposer et qui fonctionnent, ma foi, très, très, très bien. Alors ça, c'est vrai pour les raisins entiers, mais pour les raisins égrappés, c'est un petit peu la même chose, sauf que effectivement, l'évolution entre les cuvées, les tailles, etc., est un petit peu, en tout cas, les deltas sont plus faibles. Et donc, ce qui fait que, effectivement, on va avoir des tendances qui sont beaucoup moins marquées, et surtout avec des pourcentages de jus qui sont différents. Donc, les goûtages, c'est aussi des jus de benne, hein, alors qu'on peut assembler, puisque dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas vraiment l'effet cation, puisque en fait, la machine à vendanger ou les grappoirs à assembler l'ensemble de ce jus.
En tout cas, c'est un jus qui est intéressant parce qu'on va pouvoir, enfin, on va devoir le travailler en tout cas en blanc. Et s'il a été, encore une fois, si on n'a pas eu de contact prolongé sur les pellicules, la couleur est pas énorme et donc on va pouvoir le travailler assez facilement. On peut extraire sur le premier, voire le deuxième cycle euh, de la QV1 sur des paliers de pression relativement faibles. On va pas dépasser 250 millibars, 200, 250 millibars selon les cépages. Et là, ça nous permet d'avoir des beaux jus. Et après, très vite, hein, on a de la couleur qui va arriver parce que forcément, ça draine plus difficilement, donc on a plus d'extraction, donc on a plus de libération de polyphénol, et donc on va avoir ensuite oui, des couleurs qui vont monter plus rapidement. Donc, donc clairement, le pressurage, ça devient là. Enfin, vous connaissez voilà, ma position. Vous savez, voilà, je suis très très attaché à ça. Mais là, sans une réflexion très précise du travail au pressoir, de faire des blancs de noir de qualité, c'est quand même compliqué. Surtout si vous devez augmenter ou si ces blancs de noir, dans certains cas, deviennent majoritaires. Hein. Donc, après le travail des jus, hein, je mets c'est vite et bien. C'est-à-dire que il faut réagir vite, il faut décider vite de ce qu'on doit faire, et faut le faire de façon très réfléchie. En fait, tous les paramètres doivent être pris en compte. Tout d'abord, ok, on veut faire des blancs de noir, il faut quand même qu'ils aient leur typicité, il faut qu'ils aient une belle structure, il faut leur préserver une partie de leur structure, en tout cas la belle partie de la structure, tout en préservant au maximum la moussabilité. C'est-à-dire que tous ces petits polyphénols hyper réactifs, etc., va falloir les fixer le plus vite possible avant qu'ils se fixent eux-mêmes aux protéines responsables de la mousse. Il va falloir aussi gérer l'oxydabilité. Je l'ai dit, c'est des petits polyphénols. Ces petits polyphénols oxydables euh, vont vous faire brunir très très rapidement euh, vos jus. Alors, si on veut faire de l'hyperoxygénation et de l'hyperoxydation, très bien, ça va nous permettre ben, on va aller très vite. Euh, Maintenant, si vous voulez garder le côté petits fruits, fraîcheur, etc., ben, il va falloir gérer ça. Et puis l'autre point, c'est la gestion de l'acidité et de la structure cationique. Et ça, on le voit au niveau du pH. Hein. Gérer des pH sur Chenin, c'est ma foi relativement simple. Hein. Pour ceux qui ont expérimenté un peu les fractionnements, vous avez un pH mètre tous maintenant, donc vous avez vu que c'est relativement simple à gérer. Quand on doit gérer les pH d'un Cabernet, d'un Gros Lot, etc., c'est pas tout à fait la même histoire. Donc, en tout cas, ça, faut le gérer le plus vite possible et le plus en amont possible. Donc, clairement, hein, c'est pour nous, l'objectif, ça va être d'éliminer au plus vite les polyphénols. Plus vite on va éliminer je vais dire, entre guillemets, les mauvais polyphénols, hein, meilleure sera notre gestion de l'oxydabilité et la préservation de la moussabilité. Donc, les traitements hein, qu'on a, ça va être quoi? Ça va être, on va pas inventer le fil à couper le beurre, hein, c'est du charbon, voilà, c'est de la PVPP, c'est des protéines animales et ou végétales. Moi, j'ai rien contre les protéines animales, bien au contraire, parce que au niveau efficacité, on a pour l'instant pas fait mieux hein, que les protéines animales. Après, au niveau des protéines végétales, ben, ça nous oblige, faut pas avoir peur de monter les doses pour avoir cette efficacité que l'on va rechercher. Surtout, encore une fois, lié au pH, c'est que on a des pH qui sont naturellement plus élevés sur les noirs que sur les blancs. Donc les protéines sont moins réactives ou les polyphénols de notre vin sont moins réactifs avec les protéines. Donc c'est quelque chose voilà, qu'il faut avoir bien en tête. Et puis, l'autre décision qu'il y a à prendre, c'est de savoir si on
va en oxydation, si on va en hyperoxydation, ou bien si on travaille en réduction. Parce que à un moment, quand on a une couleur trop importante à tomber, et de monter à dose max de charbon, de PVPP, etc., pour essayer d'en faire du blanc, c'est pas nécessairement la voie royale et la bonne solution. Dans ce cas-là, faut peut-être mieux aller à l'opposé, dire au lieu de préserver ce qu'on a, ben on va hyper oxyder l'ensemble de façon à faire tomber avec l'oxygène naturellement nos polyphénols, notre couleur, au lieu de travailler sur des doses de charbon, de PVPP, au-delà de l'entendement. Donc, c'est quelque chose à voir ensemble. Moi, la cuvée, normalement, on peut sans problème la traiter en réduction et s'il y a des corrections à faire, il y aura des petites corrections à faire. Sur la QVB, normalement, ça se traite aussi en réduction avec une correction, certes, un peu plus importante, mais ça doit pouvoir se faire comme ça. Clairement, sur les jus d'égouttage et sur les tailles, moi, j'aurais tendance à dire avec vos cépages, avec le cabernet ou avec le grelot noir, aller plutôt sur l'oxydation, voire de l'hyperoxydation, de façon à faire tomber réellement les polyphénols le plus vite possible au moment du débourbage. La, la gestion de l'oxydabilité, hein, c'est quelque chose qui est aussi important parce que ça va nous permettre aussi de préserver la structure aromatique. Quand on fait un blanc de noir, ben, on veut quand même qu'il y ait une certaine finesse, mais une certaine empreinte aromatique. Voilà, donc c'est intéressant à préserver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être en sulfitage et éventuellement en coadjuvant de sulfitage sous le pressoir, hein. Donc bien sûr sur les cuvées, sur les jus que vous souhaitez faire en réduction, hein. Encore une fois, les tailles, si vous voulez faire en oxydation, surtout pas de sulfitage, hein. Vous sulfiterez, mais en différé. Éventuellement, et notamment pour les vendanges machines. Donc là, les vendanges machines, c'est obligatoirement bioprotection. Euh, Surtout pas de sulfitage. Si vous faites du sulfitage sur les vendanges machines, ben, le SO2 en fait va vous servir d'extracteur aussi d'anthocyanes et de polyphénol. Donc vous allez faire plus de mal que de bien. Donc là, c'est bioprotection obligatoire. Par contre, là, c'est obligatoire. Ça veut dire que à la vigne, quand vous faites votre machine à vendanger, à la vigne, il faut avoir déjà les non-Saccharomyces pour vraiment protéger votre jus. Et puis là, très honnêtement, la flottation devient un outil très très intéressant parce que ça va nous permettre de diminuer le temps de latence entre l'extraction et la mise en fermentation. Euh, la seule problématique de la flottation, la grosse problématique de la flottation est la suivante. C'est qu'en fait, à partir du moment où vous allez avoir une quantité de matière sèche ajoutée pour traiter trop importante. Donc, quand je dis trop importante, on est à 60-70 grammes hecto de matière sèche. Donc, charbon plus PVPP, par exemple, ajouté ensemble. Donc ça veut dire que bah, si vous faites un traitement à 50 grammes de charbon, 20 grammes de PVPP, vous êtes au max de ce que vous pouvez apporter comme matière sèche minérale, quoi. Donc à partir de là, vous aurez besoin de toute façon d'une protéine, mais c'est votre max de traitement. Vous pourrez pas traiter plus, sinon vous aurez du mal votre mousse ne sera pas stable et vous aurez beaucoup de mal à faire flotter tout ça. Là, l'objectif de turbidité, hein, soyons clairs, c'est inférieur à 50 NTU. Il faut aller sur quelque chose de très propre en fermentation. En tout cas, c'est quelque chose vraiment qui se travaille. Encore une fois, si vous n'êtes pas équipé le flottateur, vous avez encore le temps de vous équiper, surtout si vous avez des volumes de blanc de noir importants à rentrer pour ces vendanges prochaines. En tout cas, c'est vraiment un système
intéressant parce que ça vous permet comme ça de limiter les temps de latence, de limiter les extractions parasites de polyphénol à partir des bourbes. Et bien sûr, ben, il faut gérer le pH. Donc le pH, moi j'aime bien le gérer, vous savez, le plus tôt possible, hein. Donc on a deux solutions, hein, c'est soit l'acidification, soit la décationnisation, hein. Euh, Là, l'acidification par ajout d'acide tartrique, c'est relativement simple. L'idée, c'est en fonction de votre pH, en fonction de la richesse cationique, de potassium, de calcium. Vous faites une analyse sur votre premier jus, votre premier pressoir, et grosso modo, on saura assez vite quel est le niveau de disponibilité des cations de l'année. Et puis en fonction bien sûr de votre respect de raisin, hein, de votre niveau de trituration, si vous triturez plus ou moins, etc. Ça vous permettra de savoir grosso modo combien d'acide tartrique vous allez perdre pendant la fermentation alcoolique et immédiatement de faire cette acidification qui va vous permettre naturellement de baisser le pH, de rendre votre jus, pardon, plus stable et éventuellement, si vous le faites sur jus trouble vraiment sous le pressoir, ça vous permet aussi de rendre vos polyphénols beaucoup plus réactifs vis-à-vis de vos collages et donc de ne pas avoir à traiter finalement vos jus trop fortement, quoi. L'autre solution, mais là, en France, on n'est pas encore réellement équipé avec ça, hein, mais en Italie, on travaille beaucoup les jus sur résine cationique, hein, échangeuse cationique, de façon à tomber le plus vite possible le potassium et le calcium et préserver au maximum l'acide tartrique naturel des jus. Donc une fois qu'on a parlé de traitement des jus, fermentation alcoolique, il y a pas réellement je dirais, de gestion particulière, hein, les blancs de noir purs. Lorsqu'on a cette volonté de faire un blanc de noir pur, ben on va utiliser plutôt une souche, je mets ça entre guillemets, un neutre. L'idée est de conserver au maximum la finesse, la fraîcheur de notre blanc de noir, hein. Donc, ne pas aller sur des souches trop aromatiques. Par contre, quand on est sur des bases rosées, là, ça peut être tout à fait intéressant d'aller sur des souches un petit peu plus aromatiques, un petit peu plus, on va dire, sexy, entre guillemets, de façon à faire des vins, de marquer un tout petit peu le fruit, en sachant que ces bases rosées, naturellement, vous serez sans doute amené, pour des raisons de fraîcheur, d'équilibre gustatif, etc., à les assembler avec un peu de chenin, etc. Donc, euh, donc vous allez forcément, dans ce cas-là, diluer la présence aromatique. Donc ça peut être intéressant sur ces bases d'aller booster un petit peu leur signature aromatique de façon à anticiper un petit peu la dilution forcément que vous allez apporter par l'assemblage. En tout cas, par rapport à ces blancs de noir ou ces bases rosées d'ailleurs, euh, la gestion fermentaire est importante, notamment sur les fins de fermentation. Sur les fins de fermentation, euh, on peut le voir et sur ces 5 années que je suis venu sur Val-de-Loire, on a quelquefois des fins de fermentation qui sont un petit peu lentes, un peu longues, et des vins qui ont tendance un poil à se fatiguer. Sachez que, alors ça c'est vrai sur des chenins ou sur des chardonnays, sachez que, enfin surtout sur les chardonnays d'ailleurs, mais sachez que sur les blancs de noir, ça va encore plus vite, quoi. C'est cette notion de fatigue, d'oxydation, etc. Donc, euh, donc n'hésitez pas à, à travailler sur des activateurs riches en glutathion, enfin avec des levures inactivées riches en glutathion, pour doper la capacité de vos jus à tenir l'oxydation, notamment sur les fins de fermentation. Et puis, eh bien, comme vous avez à votre disposition des cépages blancs et des cépages noirs, ben, utilisez les lits des cépages blancs pour aller décolorer
aussi vos jus, quand vous avez des petites teintes qui restent, eh bien, n'hésitez pas à utiliser ces lits de vos cépages blancs. C'est vraiment intéressant. Ça permet très souvent de ne pas avoir à retoucher la couleur quand on n'a pas suffisamment traité. Ça nous permet vraiment de limiter les doses de charbon. Donc, franchement, euh, euh, on peut, avec ces lits des cépages blancs, on peut faire beaucoup sur nos cépages noirs, pour les blanchir et pour leur donner un peu plus, parce qu'on va leur donner un peu de glutathion, donc de capacité antioxydante, mais aussi on va leur donner un peu plus de gras, un peu plus de monoprotéines qui vont venir aussi emballer euh, fixer pour une partie, mais aussi emballer les polyphénols un peu en excès des cépages noirs. Donc, franchement, c'est quelque chose de vraiment très, très, très intéressant. Moi, je le préconise vraiment grandement. À titre personnel, je le fais tous les ans. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de chardonnay. J'ai une grande majorité de pinot noir et très peu de chardonnay. En tout cas, mes QVB de pinot noir prennent toutes les lits de, de, comment, de mes cuvées de chardonnay de façon justement à les emballer, à les travailler et à les rendre beaucoup plus rondes et beaucoup plus stables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi à anticiper pour vous, hein. Euh, je répète, comme je l'ai dit dès le départ, hein, la vinification des cépages noirs, c'est pas quelque chose qui se fait à la dernière minute, c'est quelque chose qu'on doit intégrer, qu'on doit réfléchir. Et donc, au niveau de l'organisation de la cave, voilà, ça veut dire qu'il va falloir soutirer précocement nos blancs de façon on va les conserver sur les fines, très bien, mais les lits de ces cépages blancs, ben, on va pouvoir les utiliser en fin de fermentation sur nos cabernets, par exemple. Donc là, c'est vraiment un point important donc je parlais d'anticipation, hein, anticiper le protocole de vinification, mais c'est anticiper aussi euh, la gestion de notre cave. Vous avez, pour beaucoup, vous avez des cuves à chapeau flottant. Alors les cépages blancs se prêtent assez bien, enfin c'est bien, ou en tout cas se prêtent au stockage en cuve à chapeau flottant. Les cépages noirs, beaucoup moins. Hein, c'est des cépages naturellement qui, alors, encore une fois, qui ont tendance à s'oxyder un peu plus rapidement, qui sont beaucoup plus sensibles à l'oxydation. Donc, si vous avez des choix à faire, euh, vraiment utiliser plutôt des cuves pleines pour vos, enfin des cuves complètes, hein, pour vos cépages noirs, ou bien ajouter un peu de blanc pour être sûr d'avoir le volume requis et maîtriser bien sûr la température de stockage. Ça c'est clair, ça c'est vrai pour l'ensemble des vins. Mais en tout cas, encore une fois, les blancs de noir, ce sont des produits vraiment sensibles. Hein, en fin de fermentation, le fait de rajouter aussi un peu de glutathion ça permet de s'assurer de finir les sucres, de détoxifier, très bien, mais aussi pendant l'élevage, d'avoir du glutathion qui va se libérer dans le milieu et qui va éviter les phases d'oxydation. Si on va vraiment au bout du process, hein, sur la mise en bouteille de blanc de noir pur, hein, pensez bien à une chose, c'est que la stabilisation tartrique, hein, peut avoir, selon comment on la gère, un effet à la fois sur la structure acide et sur le pH. Alors, ça veut dire que clairement, si on a une structure acide tartrique relativement faible, le passage au froid, la stabilisation tartrique par passage au froid va nous provoquer une baisse
de l'acide tartrique, hein, par précipitation de bitartrate de potassium. Donc, ce qui veut dire que votre rapport tartrique-malique risque de s'inverser. Donc, avant de faire votre passage au froid, pensez bien à cette chute d'acide tartrique pour ne pas faire ressortir des amertumes qu'il n'y a pas avant stabilisation tartrique. Ok. Mais par contre, ça a un effet très positif sur le pH, parce que, encore une fois, vu qu'on précipite le sel et pas l'acide tartrique, hein, on précipite le bitartrate de potassium, à partir de là, on va avoir un effet intéressant sur le pH, puisqu'on va avoir une baisse du pH. L'électrodialyse a ce côté très positif, c'est qu'il ne touche pas la structure acide en tant qu'acidité totale. En revanche, a un effet direct sur le pH. Va baisser le pH en éliminant partiellement le potassium et aussi le calcium. Oui, par rapport au calcium, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié, mais les cépages noirs ont tendance à être aussi un peu plus riches en calcium que les cépages blancs. Donc, à partir du moment quand on a des cépages blancs qui ont habituellement autour de 70-80 mg de calcium, dans le meilleur des cas, dans votre région, on peut considérer que les blancs de noir, eux, vont tourner autour de 85-90 mg. Donc, on est vraiment en limite, voire au-delà de la limite de stabilité, hein. Alors, euh, la stabilisation tartrique, hein, physique, donc soit au froid, soit par électrodialyse, a un effet enfin, positif, un effet sur la couleur. Alors c'est positif, pour les rosés, c'est positif, parce que ça nous permet d'avoir des couleurs beaucoup plus stables et des couleurs plus franches, plus éclatantes. Alors, par contre, ça peut avoir un effet négatif sur les blancs de noir, c'est-à-dire que on se retrouve avec On regarde notre vin avant stabilisation, on dit ah super, le vin, il est blanc. Alors, on est tout content, et puis une fois qu'on l'a passé au froid ou qu'on l'a passé à l'électrodialyse, d'un seul coup, on se récupère avec un poil de couleur. Donc, c'est des choses où il faut quelque part un petit peu anticiper ça. Euh, et donc ça se fait assez bien avec, vous voyez, avec votre conseil qui vous fera cela très très bien, avec des petits ajouts d'acide. Ça vous permet, vous baissez votre pH de 0,15 par exemple, et vous voyez l'effet que ça peut avoir sur le rendu de vos anthocyanes, quoi. Vos anthocyanes vont ressortir. Donc simplement avec un petit ajout d'acide, hop, vous allez voir si votre couleur reste stable ou bien si elle remonte un petit peu. Et si elle remonte un petit peu, d'anticiper cette remontée au moment de la dernière filtration, par un petit ajout de charbon sur le kieselguhr ou voilà, et ça vous permet comme ça d'anticiper et de ne pas avoir de mauvaises surprises. En sachant aussi autre chose, c'est que sur les blancs de noir, vous pouvez très bien mettre un blanc de noir en bouteille, blanc, je dirais, propre, correct, et par la prise de mousse, ça peut ressortir aussi un petit peu de couleur. Alors pourquoi? Parce que le CO2, c'est l'acide carbonique. L'acide carbonique a un effet non pas sur le pH du vin, mais sur le pH de votre bouteille, du verre, enfin du liquide. Donc, en fait, ce pH diminuant, forcément, la couleur remonte un petit peu, hein. Donc, ça, c'est voilà, c'est quelque chose que il vous faut anticiper, et ça, faut l'anticiper avant la dernière filtration, quoi. Après, sur les blancs de noir, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est des jus ou des vins qui sont sensibles, très très sensibles à l'oxydation, et qui sont sensibles à l'oxydation, au niveau des jus, au niveau de la fermentation alcoolique, on en a parlé, au niveau de l'élevage, on en a parlé, mais aussi après, en post-prise de mousse, hein. Donc là, n'hésitez pas à aller sur des capsules de tirage un peu plus fermées en termes de porosité. Donc ça veut dire que clairement, les capsules à bidule incorporées, là-dessus, il faut oublier à 100%. Euh,
On peut, en fonction de vos temps d'élevage sur lit programmé ou subi, donc ajouter un peu de levure inactivée riche en glutathion au moment du tirage. Ça permet comme ça d'enrichir un petit peu la capacité antioxydante de votre vin euh, pendant l'élevage sur latte. Et puis de bien suivre l'évolution de vos blancs de noir après tirage. Euh, donc, euh, Normalement, on les met pas sur pointe de façon automatique, hein, dans la mesure où ils sont stables et qu'ils sont bien vinifiés. Il n'y a pas cette obligation de les mettre sur pointe. En revanche, pensez-y, c'est quand même une opération qui peut être intéressante, notamment quand on a des ventes qui sont un petit peu fluctuantes. Eh bien, ça peut nous permettre effectivement, en mettant les vins sur pointe, alors pas tout de suite après fin de prise de mousse, hein, faut laisser quand même le temps à l'autolyse de se faire, mais après 15-18 mois, si vous voyez ou si vous sentez que vos ventes sont un petit peu compliquées, ou bien que le vin a tendance à évoluer un petit peu rapidement, eh ben, vous pouvez aller mettre vos vins sur, faire le remuage, vous les mettez sur pointe en attente de dégorgement, et ça vous permet d'anticiper des évolutions, des maturations oxydatives précoces. Donc voilà, euh, moi les blancs de noir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. euh, Parce que ça permet vraiment d'élaborer des cuvées très pointues, très spécifiques. Ça permet aussi de répondre à une certaine clientèle qui veut des vins un petit peu charnus, un petit peu sympas. Au-delà du vin effervescent, crémant ou pas, peu importe, mais frais, élégant, discret, ben là, ça nous permet d'élargir un petit peu la gamme des possibles et d'élargir un petit peu le panel aromatique. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un outil très clairement qui permet de mettre en avant les domaines les plus qualitatifs. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est quelque chose, la vinification de blanc de noir, c'est quelque chose qui doit se maîtriser, qui se maîtrise. C'est pas quelque chose d'aléatoire, c'est quelque chose de très pointu. Euh, c'est quelque chose, encore une fois, qui s'anticipe. C'est, c'est pas à se réveiller la veille des vendanges pour dire, alors, tiens, ben, finalement, j'ai fait le bilan de mes ventes et j'ai pas assez vendu assez de Cabernet. Du coup, je vais faire des blancs de noir et on verra bien, il y aura bien qui va me l'acheter. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est vraiment quelque chose qui s'anticipe. Donc, moi, je vous engage réellement, si vous voulez le faire, vous le faites. C'est pas subi. C'est un choix vraiment assumé de votre part. Vous écrivez le protocole, vous écrivez euh, vos choix de vinification, vous réfléchissez vos choix de vinification, donc soit de votre côté, soit avec vos homologues conseils, et ça vous permettra, j'ai pas de doute là-dessus, on peut faire des très beaux blancs de noir dans le Val-de-Loire avec les cépages que l'on a, il n'y a aucun souci là-dessus, mais ça demande de la précision, ça demande de réfléchir tout, de l'anticiper, ça demande au niveau de la vinification d'avoir des choix efficaces, rapides, d'anticiper, de trouver la date de récolte le plus finement possible, et que ça soit pas, que ça soit intégré dans un projet complet. Moi, c'est surtout là-dessus où je crois on a à travailler. C'est OK, on a ce besoin de faire plus de blanc de noir parce que les rouges, les rosés fonctionnent moins bien. Très bien, on le sait, on l'assume et on vinifie de façon claire, nette, ces raisins avec des objectifs bien définis et bien clairs.
Donc, avec l'œil, on avait fait déjà une intervention là-dessus à Angers, je pense qu'elle avait été très bien appréciée il y a deux ans, oui, il y a 2 ans. On avait pu déguster des blancs de noir de droite, de gauche, etc., où ben, il y avait pas d'amertume, il n'y avait pas de tannicité. C'était blanc, c'était propre, c'était net. C'est pas, mais c'est des vins qui avaient subi ou suivi, on va dire, plus exactement, qui avaient suivi ce type de protocole avec des vinifications réellement très très précises. Et moi, vraiment, je vous engage à ça. Euh, Tout le travail qu'on a fait ensemble depuis 5 ans sur la gestion des pressoirs, la gestion des traitements, euh, l'anticipation des différentes problématiques, bah, sur les blancs de noir, ça prend directement tout son sens. Donc, reprenez ces bases-là et vous verrez, vous ferez des vins vraiment très intéressants, très complets, avec une belle structure. Moi, c'est quelque chose, j'en suis vraiment convaincu. Et en plus, au niveau commercial, si c'est bien fait, c'est des choses c'est des vins qui peuvent être recherchés. Alors pas partout, peut-être pas en France, mais en tout cas en Italie, c'est recherché, en Belgique, c'est recherché, dans les pays nordiques, ils en cherchent également. En tout cas, moi, je suis contacté aussi par des gens pour ce type de produit ou qui me demandent des références. Donc, c'est en ça que je vous dis, voilà, il y a des gens réellement, enfin, en tout cas, des consommateurs ou des acheteurs qui sont à la recherche de ce type de produit, mais des produits de qualité. Surtout pas de produits qui deviennent bruns au bout de 18-24 mois. Ils veulent des vins qui soient stables, qui soient propres, complexes, profonds. Mais on arrive à faire vraiment de très très belles choses avec, avec nos blancs de noir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette vinification des blancs de noir. Et maintenant, bah, je suis à votre disposition si vous avez des questions par rapport à tout ça. Merci Nicolas. Je crois qu'il y a déjà des questions qui ont été posées dans la conversation. Alors, je les ai pas vus. Est-ce que- Alors Vincent Hudon qui demande si tu conseilles l'apport de bois frais en fermentation pour apporter de l'équilibre. Alors, théoriquement, non. Alors non, pourquoi? Parce que des polyphénols, normalement, il y en a suffisamment. Par contre, je vais aller facilement. Les blancs de noir, ce sont des cépages qui supportent très très bien les vinifications en barrique. Alors quand on a des barriques, ça va très très bien. Ça oui. Mais les apports de bois frais, c'est quelque chose que je fais très peu, en tout cas, moi que je pratique très peu, parce que j'estime qu'on a suffisamment de structure sur les vins. Et l'équilibre, je préfère plutôt l'apporter par assemblage que par utilisation de bois frais. Voilà. Ensuite, Eric, si le traitement au charbon des mous, ok, comment assurer une excellente clarification des mous avant de mise en FA, soit par débourbage statique ou par flottation, ah oui, c'est ce que je disais, hein. Donc, à partir du moment où on va dépasser les 50 grammes hecto enfin, 50-70 grammes hecto, hein, de matière sèche, donc en flottation, on a du mal à enlever la totalité du charbon. Donc, quand on est en flottation, dans ce cas-là, on va se retrouver avec un peu de charbon qui va rester au fond et le reste qui va monter dans le chapeau. Donc, dans ce cas-là, ben, le débourbage, il faut le faire à la vanne, au tirage au clair. Et puis le fond, le laisser décanter avec un apport de Bintôt pour faire tomber le, comment, le charbon. Et si on reste en statique, dans ce cas-là, au-delà du charbon,
et PVPP et protéines et ou protéines végétales, etc. Là, je vais ajouter aussi un peu de bentonite pour venir plaquer le tout, bentonite, gel de silice, ou voilà, pour venir vraiment plaquer le tout. Dans tous les cas, on est sur il faut impérativement enlever 100% du charbon. Je sais qu'il y a des pratiques encore maintenant de traitement au charbon en fermentation alcoolique. C'est quelque chose de terrible. Ça vous dépouille le vin, ça se sent en permanence. On le déguste, il n'y a même pas besoin de le dire. On prend le verre, on le déguste tout de suite. Et en plus, ça se voit parce que ça fait des vins qui sont à l'œil, qui restent gris, quoi. Euh, alors le traitement au charbon, sinon, moi clairement, hein, c'est sur jus et sur jus, quoi. Parce que sur vin, effectivement, on va décolorer, mais en plus, et ça je l'ai dit, hein, on a au-delà du phénomène de décoloration, hein, le charbon diminue très rapidement et très grandement la capacité moussante. Donc le jus, naturellement, les jus de blanc de noir sont naturellement moins moussants que les jus de blanc. Donc en plus, si on les traite au charbon sur 20, alors là, on va se retrouver avec des niveaux comment, hein, de moussabilité qui vont être vraiment très faibles. Donc, lorsqu'on va traiter sur 20, ce n'est que on va dire très clairement, ce n'est que du rattrapage. On va aller dire, on va mettre 5 grammes hecto, mais grand max, quoi. C'est ça. Allez, si je mets 10 grammes, c'est vraiment que je suis passé à côté de mon job, quoi. Le job, il doit impérativement se faire vraiment sur jus. Je répète, si vous devez, pour des raisons X ou Y, parce que c'est trop coloré, etc., parce que votre système est trop triturant et que vous avez trop d'extraction de couleurs, vous ne pouvez pas faire de flottation, vous faites du statique, vous mettez 60, 70 grammes, 80 grammes de charbon, ou bien vous prenez l'autre option, c'est-à-dire vous êtes sur l'oxydation et du traitement post-oxydation, mais l'idée, c'est d'éviter au maximum le charbon sur 20. Et là où ce que je vous disais, c'est que si vous avez besoin de retoucher, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est de retoucher avec des litres blancs. Et c'est vos litres blancs qui vont vous permettre effectivement de retoucher votre couleur en fin de course. Donc, quelle dose maxi? Je vais dire, allez, 10 grammes hecto, et je suis très gentil. Euh, En sachant que, alors après, dans les charbons, hein, euh, faites aussi de votre côté des essais. Il y a des charbons qui sont plus ou moins décolorants, plus ou moins efficaces. Donc, n'hésitez pas à comparer aussi les différents charbons hein, qui sont à votre disposition sur le marché. Tous ne sont pas égaux. Euh, donc voilà. En tout cas, à partir du moment où on traite au charbon, dès qu'on traite au charbon, on a un impact sur l'aromatique. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. Euh, donc, encore une fois, moins on traitera au charbon sur 20, meilleur sera notre vin au bout. Alors, le Nofine nature, oui, et d'expérience, oui, fonctionne bien sur les cuvées. Il n'y a pas il y a pas de problème particulier. Oui, oui, ça marche très bien. Euh, après, c'est une partie de la réponse. C'est pas 100% de la réponse, mais ça marche aussi très bien. Autre question? J'espère que je vous ai pas fait peur, parce que c'est une belle expérience de travailler sur ces blancs de noir. Conseilles-tu de filtrer avant FA si le charbon est encore en suspension? Clairement, oui. Je préfère effectivement, si pour une raison ou pour une autre, parce que on a du mal
à clarifier, etc. Si effectivement on garde du charbon en suspension, oui, je préfère effectivement filtrer plutôt que de lancer en fermentation du vin, du jus, enfin du jus avec du charbon. Oui. Dans ce cas-là, pensez juste à remonter votre turbidité avec des écorces de levure. Dans ce cas-là, ça peut être l'occasion aussi d'anticiper, de mettre des levures avec comment avec du glutathion dès le début, pourquoi pas, ou bien d'utiliser plutôt des activateurs dans ce cas-là organiques plutôt que des activateurs minéraux. Filtration au tangentiel, oui, filtration au tangentiel, ça va bien. Ça peut être aussi, enfin, filtration qui dur de moins en moins de toute façon. Effectivement, au tangentiel, ça passe très très bien, oui, tout à fait. Alors, juste une chose, je reprends juste une chose sur la filtration tangentielle. À voir aussi avec votre type de filtre. Si vous êtes sur des doses faibles de charbon, il y a pas de problème. Aujourd'hui, tous les filtres, je pense, comment, les acceptent. Quand on est sur des doses comment, de charbon importantes, certains filtres aiment pas trop. Hein. Vérifiez quand même par rapport au type de filtre que vous avez, si effectivement le filtre l'accepte bien ou pas. Merwan, auriez-vous... Alors, j'ai pas en tête des références bibliographiques sur l'apport d'élite blanc, très franchement. En revanche, Alain Maujean a publié là-dessus. Il y a 25-30 ans. Je pense que Richard Marshall également. Ça, c'était à la fac de Reims. Et à Dijon, il y a eu aussi des publications. Je pense que Vincent a fait des publications aussi là-dessus. Mais c'est des publications, il faut regarder sur des choses qui ont été faites il y a 25-30 ans. Il y a eu pas mal de choses de faites à ce moment-là. Oui, il y a 25-30 ans déjà. Mais comme ça, tout de suite, là, non, j'ai pas les références, en tout cas en tête. Ok, merci. La gestion des bourbes après apport de charbon. Ah, c'est sûr que les bourbes, dans ce cas-là, elles ont tendance à être qualitativement, on va dire, dégradées. Après, les bourbes qui sont riches en charbon, on a peu de... non, on a c'est vraiment pas très intéressant au niveau aromatique. En tout cas, c'est des bourbes qui sont, les vins de bourbe dans ce cas-là sont pas du tout stables et ça donne pas des vins de très grande qualité pour être très honnête. Euh, Si juste une chose que j'ai oublié de dire par rapport au charbon, c'est que le charbon a alors c'est vrai sur les charbons désodorisants, beaucoup moins sur les charbons décolorants, mais aussi sur les charbons décolorants. C'est qu'en fait, on a une phase d'absorption et d'absorption. Donc toute la phase d'absorption, euh, elle est plus ou moins définitive. En tout cas, on aura peu de relargage, mais la phase d'adsorption, à une phase vraiment où ça va fixer, mais il y a aussi une phase de relargage, donc les traitements au charbon. À partir du moment où vous faites un traitement au charbon, vous faites l'apport, vous faites vos traitements correctifs, gélatine, enfin vos protéines, etc. Bento, et 8-12 heures après max, vous soutirez si vous faites du statique. Pourquoi? Parce que si vous laissez en contact 18 ou plus, le risque, c'est quoi? C'est d'avoir un effet de désorption
qui va diminuer en fait l'efficacité du charbon, hein. Donc pensez à ça. C'est à partir du moment où vous êtes sur charbon, c'est 8, 12 heures, grand max 12 heures, quoi. Après, en fonction de la température, en fonction des pH, etc., vous pourrez avoir des phases de désorption. Donc la partie adsorbée va être relarguée. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir conclure. Arnaud, je te relaisse la parole. Oui, bon, bah donc, merci à tous déjà d'avoir participé à ce rendez-vous. Merci à Nicolas pour ta présentation. Le but étant toujours d'améliorer la qualité de nos créments et de nos saumures, hein, malgré le fait de mettre toujours de plus en plus de cépages noirs. Mais ça a un côté intéressant, ça apporte aussi de la diversité dans nos produits, un petit peu de variété. Et comme vient de le dire Nicolas, on peut faire des très belles choses avec des cépages noirs. Et donc voilà. Donc bah, merci encore Nicolas, à bientôt et sûrement rendez-vous pour les vendanges. Et puis Oui. merci Amandine d'avoir préparé cette visio. Allez, bon week-end à tous. Merci à tout le monde. Amandine ou Nicolas, je vous laisse le mot de la fin. Ok. En tout cas, merci de votre présence. C'est toujours un plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous pour les vendanges. Donc, sachez que si vous voulez un petit point européen, j'ai parlé avec des gens de Limoux aujourd'hui, hier. Donc, ben, voient ça la toute première semaine d'août, donc le 2, le 3, etc., pour démarrer, hein, sur la partie Limoux, on va dire la plus précoce. De votre côté, par rapport aux photos que j'ai reçues des uns et des autres de la floraison, ça voudrait dire un début présumé autour du 8. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous serez tous en vendange avant le 15 août, hein. En gros, voilà, si vous aviez prévu de partir jusqu'au 15, vous pouvez déjà dire que la semaine avant le 15, vous êtes obligé d'être rentré. Voilà. Chose très étonnante, c'est qu'en Italie, les floraisons ont été grosso modo une semaine après vous. C'est-à-dire qu'en Italie, au plus tôt, on pense le 10 pour le moment. Donc après, peut-être que en fonction du temps, de l'évolution, etc., ça va bouger un peu, mais on pense plutôt autour du 10. Donc ce qui fait que pour moi, ce serait une première, c'est que je commencerai les vendanges en France avant de les commencer en Italie. Donc ça, ce serait vraiment une grande première. Voilà. Donc avec Amandine, en tout cas on a parlé tout à l'heure, donc on va se caler une date. Amandine vous transmettra une date de webinaire vendange tout début juillet, donc avant que vous partiez en vacances, vous aurez une date de webinaire, donc on se donne rendez-vous à ce moment-là. Ce sera sans doute fin de la première semaine, donc juste avant que vous démarriez. Faut juste me laisser avoir un petit peu de données, soit de Limoux, soit d'ailleurs, de façon à pouvoir enrichir un petit peu le débat, et puis pour vous donner un peu les tendances du millésime. Voilà. En tout cas, Oui, c'est merci à ça. tous. Et puis, bah, je te laisse conclure, Amandine. Merci encore pour ton organisation. C'est toujours tip top, comme d'habitude. Voilà. Eh ben, merci. Merci à tous les participants. Donc, effectivement, je vous communiquerai dès début juillet une date pour le webinaire avant vendange. Et ensuite, on diffusera les programmes de pressurage au cours du mois d'août. Ce webinaire a été enregistré, donc il sera diffusé en replay dans quelques jours. Si vous souhaitez le revoir ou en parler à des collègues, n'hésitez pas. Il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de Techniloire. Et sinon, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et un bon week-end. Au revoir Très à bien. tous. Bon, au revoir. Merci à Bon tous, week-end au à revoir. tous. Au revoir.